Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi sur notre antenne, la déclaration du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Il s'exprime sur le livre blanc de la Défense. Le livre blanc qui, je vous le rappelle, a été rendu public le 29 avril dernier par Jean-Yves Le Drian. Il définit les priorités stratégiques de la France en matière militaire, Afrique, renseignement, utilisation des forces spéciales ou encore cyberdéfense que la loi de programmation militaire, la LPM, traduira en termes budgétaires à l'automne prochain. Dès sa publication, le livre blanc de la Défense pour 2013 avait suscité de nombreuses critiques, aussi bien à droite qu'à gauche. Il faut dire qu'il prévoit entre autres la suppression de 24 000 postes dans l'armée française. Alors sans plus tarder, direction l'hémicycle pour suivre ce débat. Bon après-midi à tous. L'ordre du jour appelle une déclaration du gouvernement suivie d'un débat en application de l'article 50-1 de la Constitution sur le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. La parole est à Monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous prie de bien vouloir excuser mon départ après cette intervention, puisque je dois me rendre juste après à l'Assemblée nationale. Ce sera aussi le cas du ministre de l'Intérieur, qui doit répondre aux questions au gouvernement. Mesdames, Messieurs les sénateurs, le nouveau livre blanc de la Défense et de la sécurité nationale fait œuvre de vérité et d'ambition. Nous le devions à la France, dont la sécurité est notre priorité absolue. Nous le devions aux Français, unis dans le soutien à ceux qui ont fait le choix de défendre notre pays. Nous le devions à nos armées, à nos soldats, dont l'engagement remarquable doit être accompagné de perspectives claires et confiantes pour l'avenir. Je l'ai déjà dit à cette tribune, au Mali, aujourd'hui comme hier, sur d'autres théâtres, notre armée est l'honneur de la France. La valeur de ses officiers et la qualité de ses soldats assurent la défense de notre pays et lui valent d'être respectés partout dans le monde. C'est un héritage et c'est une garantie pour l'avenir. Cet avenir doit se bâtir de manière lucide et responsable. Il faut d'abord tenir compte de l'évolution du paysage stratégique depuis le livre blanc de 2008, la crise économique et financière, les révolutions arabes, l'évolution de la posture des États-Unis, les difficultés que traverse l'Europe, pour ne citer que l'essentiel. Mais il faut également rétablir une véritable cohérence dans la durée entre l'analyse des défis posés à notre sécurité et les moyens dont notre pays se dote pour y faire face. Le modèle dessiné par le précédent livre blanc nous avait conduit dans une certaine forme d'impasse. Les plus hauts responsables militaires avertissaient dès 2011 que certains des contrats opérationnels qu'ils définissaient étaient en pratique inaccessibles. Sur le plan budgétaire, la Cour des comptes relevait en juillet 2012 un écart d'au moins 3 milliards d'euros entre les prévisions et les réalisations. Et elle soulignait que cet écart ne pouvait que s'accroître de façon vertigineuse si de nouvelles orientations n'étaient pas prises. Parce que notre responsabilité est que la France conserve la maîtrise de son destin. Notre devoir impérieux était de définir ces nouvelles orientations. Tel est l'objet du nouveau livre blanc. Il dessine une véritable ambition pour la défense et la sécurité nationale, tout en intégrant pleinement la nécessité d'un redressement des comptes publics. Car ce redressement est également une condition essentielle de notre propre souveraineté. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, notre projet s'appuie sur une analyse sans complaisance des risques, des menaces auxquelles la France est confrontée. Ce sont les menaces de la force, qu'il s'agisse des conflits entre États, dont beaucoup affectent la sécurité de l'Europe, de la prolifération des armes de destruction massive, ou encore du développement par certaines puissances
de capacités informatiques offensives. Ce sont les risques de la faiblesse, conséquence de la défaillance de certains États à exercer les fonctions de base de la souveraineté, essor des trafics, de la piraterie ou du terrorisme, voire chaos de la guerre civile. Dans bien des cas, la sécurité de l'Europe et donc de la France est mise en cause. Et c'est enfin l'amplification de certaines menaces. La mondialisation facilite l'action des réseaux terroristes ou la prolifération et aggrave la vulnérabilité des systèmes d'information et démultiplie les risques naturels, sanitaires ou technologiques susceptibles de désorganiser profondément nos sociétés. La vérité, c'est que les menaces qui pèsent sur la France et sur l'Europe sont loin d'avoir diminué depuis 2008. Nous apportons à ce constat une réponse conforme aux exigences de défense et de sécurité de la France, mais aussi à la mesure de nos engagements et de notre place dans le monde. Nous le faisons en partant d'une définition claire et hiérarchisée de nos priorités. Outre la protection de notre territoire, de nos ressortissants et la continuité des fonctions essentielles de la nation, elle porte d'abord sur l'environnement de l'Europe, de l'Afrique, le golfe arabo-persique et jusque dans l'océan Indien. Sur tous ces théâtres, la France doit être en mesure, seule ou en coalition, de s'engager de manière déterminante, tout en gardant la capacité de contribuer à la paix et à la sécurité internationale partout ailleurs dans le monde. Le nouveau modèle d'armée que définit le livre blanc et les missions qu'il permet de remplir répondent en tout point à ces priorités. Il s'agit tout d'abord de garantir la protection permanente du territoire et de la population française, avec les moyens de surveillance aérienne et maritime appropriés et des capacités d'intervention sur le territoire. En cas de crise majeure, les forces terrestres pourront fournir jusqu'à 10 000 hommes en renfort des forces de sécurité intérieure et de sécurité civile. Il s'agit ensuite d'assurer la permanence de la mission de dissuasion, garantie ultime contre les menaces d'agression qui cibleraient nos intérêts vitaux. Elle nous prémunit de tout chantage qui paralyserait notre liberté de décision et d'action. Ces deux composantes océaniques et aéroportées, confortées par le programme de simulation, seront maintenues dans le respect du principe de stricte suffisance. À ceux qui en critiquent la pertinence ou même le coût, le gouvernement répond, comme l'a fait le président de la République dans son discours à l'Institut des hautes études de défense nationale vendredi dernier, que cette garantie est plus que jamais indispensable dans le contexte stratégique d'aujourd'hui et qu'il n'est pas excessif d'y consacrer un peu plus de 10% du budget de la défense. Il s'agit enfin de conforter nos capacités d'intervention extérieure. Outre une force de réaction immédiate de 2300 hommes, les armées pourront être engagées dans des opérations de gestion de crise internationale sur 3 théâtres distincts, à hauteur de 7000 hommes. C'est plus, pour faire une comparaison, avec ce que nous avons mobilisé pour le Mali. Nos armées pourront aussi être engagées dans une opération de guerre contre des adversaires dotés de capacités étatiques, à hauteur de 15 000 hommes des forces terrestres, avec les composantes maritimes et aériennes appropriées. Nos forces restent dotées d'une capacité d'entrée en premier dans tous les milieux et d'une capacité à planifier et à conduire ces opérations seules ou en coalition. Le modèle d'armée défini par le Livre blanc est donc cohérent avec la nature et la diversité de ces missions. Il répond d'abord à un principe, je le rappelle, d'autonomie stratégique. La France doit disposer à tout moment de sa liberté d'appréciation, de décision et d'action pour prendre l'initiative d'opérations qu'elle estimerait nécessaires, comme elle l'a fait, je le rappelle encore, en réponse à l'appel à l'aide du Mali. Elle doit aussi pouvoir assumer son rôle en toute souveraineté au sein d'une alliance ou d'une coalition. Ce modèle d'armée repose, par ailleurs, sur le choix de différencier l'équipement des forces en fonction des exigences propres à chaque type de mission
et celui de pousser plus loin la mutualisation de capacités polyvalentes et rares. Le format de nos armées permet de remplir entièrement les missions que je viens d'évoquer. Il porte haut les ambitions de la France dans le monde, et nos alliés ne s'y sont d'ailleurs pas trompés en saluant le projet que dessine ce nouveau livre blanc. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames, Messieurs les sénateurs, je ne méconnais pas pour autant l'ampleur de l'ajustement que ce nouveau modèle va imposer à l'ensemble du ministère de la Défense. Il entraîne une réduction de 24 000 postes par rapport au modèle défini en 2008, mais qu'il faut le mettre en perspective avec les 54 000 suppressions décidées à l'époque. Cette réduction devra préserver au mieux les unités opérationnelles, ce qui exigera une évolution de l'organisation, mais aussi du ministère lui-même, et je fais toute confiance à Jean-Yves Le Drian, qui mène avec beaucoup de compétences et de sang-froid sa mission, pour conduire avec détermination et discernement cette nouvelle étape de la réforme en cohérence avec le nouveau livre blanc. Nous nous attacherons à limiter autant que possible les conséquences de ces évolutions pour les territoires. La plus grande attention sera portée, j'y veillerai personnellement, à la situation concrète de chacun d'entre eux, mais aussi au dialogue avec les élus et à l'accompagnement des évolutions nécessaires. Nous prenons aussi toute la mesure des efforts exigés des personnels de la défense. La précipitation qui a marqué les années passées a provoqué des désordres inacceptables, qui illustrent les dérives du système de paix louvois. Cela doit être absolument corrigé. Je sais que le ministre de la Défense, qui d'ailleurs, dès les premiers mois de sa prise de fonction, a aperçu tout de suite qu'il y avait un problème, d'y consacrer toute son énergie. Les évolutions mises en œuvre seront assorties de mesures incitatives indispensables à leur réussite dans le cadre d'une politique de ressources humaines favorisant une gestion active des carrières, et ces évolutions s'appuieront sur un dialogue social enrichi et une rénovation du dispositif de concertation au sein des armées. Nos soldats et nos officiers doivent se sentir pleinement soutenus et respectés. C'est aussi là que, dans leur vie quotidienne, s'exprime la reconnaissance de la nation. De même, la réflexion fructueuse qui a associé défense et justice pour prévenir une judiciarisation excessive de l'action militaire se traduira dès la future loi de programmation. J'ai pleine confiance dans l'engagement des hommes et des femmes de la défense pour faire vivre et réussir ce nouveau modèle. Les opérations récentes soulignent la qualité de cet engagement. Elles nous en rappellent l'exigence, mais aussi la valeur, et je leur renouvelle ici l'hommage de la nation tout entière. Nos soldats doivent bénéficier d'un entraînement conforme aux exigences de leur mission, et il fera l'objet de toute notre vigilance. Ils doivent pouvoir mettre en œuvre, avec une disponibilité suffisante, des équipements performants. Leur renouvellement se poursuivra selon les priorités retenues en faveur des capacités de dissuasion, de renseignement et de projection. Aux lacunes relevées lors des dernières interventions répond l'effort engagé dans le domaine du transport aérien, du ravitaillement en vol et aussi des moyens de renseignement. Mesdames, Messieurs les sénateurs, ce modèle d'armée consolide une démarche de modernisation raisonnée, sans sacrifier les effectifs nécessaires à l'action et en veillant aux conditions d'activité. Il nous permet de maintenir l'excellence de notre outil de défense et il prépare et préserve l'avenir. Telle était notre préoccupation dans le domaine de l'industrie de défense. Sa vitalité est d'abord une condition de la souveraineté et de l'autonomie stratégique de la France. Mais elle est aussi, avec plus de 4000 entreprises de haute valeur ajoutée et fortement exportatrices et environ 165 000 emplois, un atout majeur pour le dynamisme de notre économie et en premier lieu de notre industrie. Les choix qui ont été faits préservent l'essentiel. Le rythme de renouvellement des équipements sera ajusté, mais nous avons veillé à éviter toute rupture et à garantir ainsi le maintien de l'excellence
et du potentiel de notre industrie de défense. De même, les efforts de recherche seront maintenus au niveau atteint en 2013. Enfin, nous apporterons, dans le strict respect de nos engagements européens et internationaux, et avec un souci de transparence accrue envers le Parlement, un soutien actif aux exportations de défense. Ce projet conforte aussi la démarche que nous menons pour tirer parti de la construction européenne et de notre place dans l'OTAN. Il nous permettra de poursuivre la mobilisation pour construire l'Europe de la défense. Nous connaissons ses limites actuelles, mais nous en mesurons aussi tout le potentiel, dans un contexte où la contrainte financière suggère davantage de synergie. Et pour répondre à des menaces largement communes, nous avons tout à gagner à des interdépendances librement consenties. Nous allons donc progresser, là aussi, avec pragmatisme, en favorisant les opérations communes, en développant ensemble des capacités propices à la mutualisation, comme le transport aérien, le ravitaillement en vol, les drones ou les satellites d'observation, et en favorisant bien sûr des programmes de coopération. En relançant le rapprochement de nos industries de défense, dont l'intégration dans la filière des missiles offre un exemple réussi. Nous devons construire des champions européens et leur permettre un meilleur accès à certains marchés internationaux. Notre démarche s'appuiera sur des partenariats d'excellence. Celui que nous avons noué avec le Royaume-Uni doit en inspirer d'autres. Elle doit affirmer aussi une dynamique à l'échelle de l'Union tout entière. Celle-ci s'est donné un rendez-vous sur le sujet au Conseil européen de décembre de cette année. Et cet engagement européen résolu va de pair avec une participation pleine et entière à l'OTAN. Comme l'a souligné le Président de la République, la France y conservera son identité et son autonomie. Elle doit y intensifier aussi son influence, en veillant à ce que les initiatives qui y sont développées confortent la dynamique européenne. Et cette dynamique européenne est également présente dans les autres dimensions de la sécurité nationale, de l'analyse des risques jusqu'aux actions civilo-militaires de prévention, de stabilisation ou de gestion de crise. Au plan national, un contrat général interministériel fixera et préservera les capacités civiles nécessaires à ces missions, en complément des moyens militaires mobilisables en cas de crise grave. Une attention particulière sera portée aux Outre-mer et à la combinaison des capacités militaires et civiles nécessaires à la protection de chaque territoire. Et le livre blanc entérine aussi un effort prioritaire et indispensable en faveur du renseignement. C'est d'ailleurs une des clés de l'autonomie stratégique de la France. Elle est essentielle à notre sécurité, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Le renforcement des moyens humains et techniques des services s'accompagnera d'une extension des prérogatives du Parlement afin qu'il puisse pleinement exercer son contrôle de la politique gouvernementale dans ce domaine. Enfin, le livre blanc définit une stratégie ambitieuse de cyberdéfense qui permettra de renforcer le niveau de sécurité des systèmes d'information vitaux et le Parlement sera saisi de mesures en ce sens. Elle développera nos capacités à identifier les attaques et, le cas échéant, à riposter de manière adéquate. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, ces choix reflètent une double exigence. Le maintien d'un effort de défense volontariste et le retour à l'équilibre de nos comptes publics en 2017. En euros constants, la Nation consacrera à la défense 364 milliards d'euros entre 2014 et 2025, dont 179,2 milliards sur la période de la future loi de programmation. Les premières années de cette programmation, nous maintiendrons un effort annuel de 31,4 milliards d'euros, soit le montant auquel nous l'avons stabilisé en 2012 et 2013, et le retour à l'équilibre des comptes publics nous permettra ensuite d'accentuer cet effort. Il conjuguera crédits budgétaires et ressources exceptionnelles qui sont identifiées et qui seront intégralement affectées à la mission défense. Le projet de loi de programmation militaire sera transmis au Parlement cet été et le Président de la République le rappelait dans son discours que j'ai évoqué il y a quelques instants à l'Institut des hautes études de la défense nationale. La France a besoin d'une défense forte
pour rester ce qu'elle est. Une grande nation, un allié fiable, une puissance qui porte à l'échelle mondiale des responsabilités éminentes. Je sais, mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Président de la Commission, que vous partagez cette ambition. Les réflexions que vous avez conduites, d'ailleurs, en témoignent, ainsi que l'implication de vos représentants dans les travaux de la Commission, dont je salue la qualité, la disponibilité et qui ont contribué, eux aussi, à la préparation de ce livre blanc. Au terme des choix que nous avons arrêtés avec le Président de la République, ce livre blanc dessine un modèle renouvelé, mais fidèle à cette ambition et porteur d'avenir. Notre défense, il faut en être fier, parce qu'elle est en cohérence avec ce qu'est la France, restera au premier rang en Europe. La France demeurera l'une des seules puissances au monde à disposer à la fois d'une dissuasion nucléaire autonome, d'une capacité d'intervention extérieure éprouvée et modernisée, et d'une industrie de défense performante. C'est une défense forte, à la mesure de notre statut de membre permanent du Conseil de sécurité, à la mesure aussi de l'ambition que la France porte pour elle-même et pour ses partenaires, en Europe et au service de la paix dans le monde. Mesdames et Messieurs les sénateurs, je souhaite que notre débat, que votre débat d'aujourd'hui, permette de renouveler l'adhésion des représentants de la Nation à cet ambitieux projet. Mais je sais, à l'avance, que c'est l'attachement qu'ont sur tous les bancs de cette Assemblée les sénateurs. Et à l'avance, je vous remercie de l'appui que vous appuierez pour cette nouvelle étape de l'histoire de la défense nationale. Merci, Monsieur le Premier ministre. Dans la suite du débat, la parole est aux orateurs des groupes. Jacques Gauthier pour le groupe UMP. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, dans le concert des nations, la France occupe une place particulière, bien au-delà de son poids démographique, économique et financier. Mais notre histoire et les valeurs que nous portons ne suffisent plus à justifier les prérogatives associées à notre statut international. Si aujourd'hui, nous conservons une place de membre permanent du Conseil de sécurité, c'est parce que depuis plus de 50 ans, la France s'est donné les moyens de disposer d'un outil militaire robuste, polyvalent et autonome, qui repose lui-même sur une base industrielle et technologique de défense puissante et innovante. Cet outil nous confère une grande liberté d'appréciation, une grande liberté de décision et une grande liberté d'action. Ce sont les facettes de l'indépendance. Si aujourd'hui, le Président de la République peut envoyer des troupes au Mali avec rapidité et efficacité, dont très peu de nations sont capables, c'est parce que ses prédécesseurs, tous ses prédécesseurs depuis le général de Gaulle, ont doté notre pays de l'outil de défense que nous connaissons, l'ont modernisé et ont veillé à préserver sa cohérence en dépit de la réduction constante de l'effort budgétaire depuis plus de 20 ans. Si je devais caractériser les conclusions de la Commission du Livre blanc, je dirais tout d'abord que, dans ce monde globalisé, les risques et vulnérabilités n'ont pas diminué par rapport à 2008, bien au contraire. Face à ces menaces, nos ambitions n'ont pas été réduites. La France entend tenir son rang, honorer ses alliances, respecter ses accords et assurer ses responsabilités aux Nations unies. Elle entend aussi défendre ses intérêts, ses approvisionnements, les DOMCOM et contrôler les espaces maritimes, terrestres, aériens et spatiaux sur lesquels s'exerce sa souveraineté. Le problème est que face à ces menaces qui augmentent et à ces ambitions qui perdurent, nos moyens diminuent. Au terme d'une série de confrontations viriles où le ministère de la Défense et celui des Finances ont joué un mauvais remake du film « Shérif et moi peur », l'arbitrage final rendu par le Président de la République a permis de sauvegarder l'essentiel et de maintenir un minimum de cohérence au format.
Cette décision est une décision de bon sens. C'est le moins que la nation pouvait faire pour honorer le professionnalisme, l'engagement, le dévouement de ceux qui servent nos couleurs et ont montré, une fois de plus au Mali, la nécessité pour le droit d'être soutenu par la force. Mais encore faut-il le rappeler, ce résultat est un résultat collectif. Il doit beaucoup à vous-même, Monsieur le ministre de la Défense, qui avez su trouver les arguments pour convaincre le Président de la République. Il doit aussi à la détermination des industriels de défense qui ont su s'unir dans l'adversité et faire valoir toute l'importance de notre BITD. Ce résultat découle un peu aussi de la détermination des parlementaires, aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, qui ont su montrer qu'ils n'étaient pas prêts à sacrifier nos armées. Je tiens à remercier et à féliciter le président Jean-Louis Carrère, qui veille sur le consensus bipartisan au sein de sa commission, comme à la prunelle de ses yeux, et qui a su mobiliser l'ensemble des commissaires sur le seuil de 1,5 de PIB, seuil en dessous duquel l'effort de défense ne peut pas descendre. Le Sénat n'est pas le clone de l'Assemblée nationale. Il est fort quand il est uni. Malgré tout, ne nous le cachons pas, dire que l'on maintient le budget en valeur, c'est jouer avec les mots. En vérité, cela veut dire que ce budget va diminuer toutes les années à concurrence de l'inflation. Pour autant que l'on puisse l'estimer sur une période aussi longue, cela veut dire que le budget des armées va perdre entre 10 et 15 milliards d'euros d'ici 2020. Concrètement, cela signifie 24 000 suppressions d'emplois supplémentaires. Cela veut dire, de façon pragmatique, qu'il faudra dissoudre 7 ou 8 régiments de l'armée de terre, fermer des bases et des installations de l'armée de l'air, réduire de 25% les équipements de nos forces, ce qui générera le maintien de matériel plus ancien, moins performant et aux frais d'entretien de plus en plus lourds. Cela signifiera une diminution des équipements commandés, un étalement des livraisons, une réduction des cibles et un impact direct sur les industries de défense et sur l'emploi. Cela est d'autant plus probable que cette équation budgétaire intègre chaque année plus d'1 milliard de ressources exceptionnelles et que sans engagement fort pour garantir l'effectivité des ressources budgétaires, toute cette construction demeurera d'une grande fragilité. Or, des solutions existent, nous le savons tous. Les participations publiques représentent environ 57 milliards d'euros. Les seules participations dans les entreprises de défense, 12 milliards d'euros. Et encore, c'est sans compter sans les entreprises non cotées comme des CNS ou Dexter. Ces participations, soyons clairs, ne servent à rien en termes d'utilité économique. S'il y a bien une leçon à retenir de l'échec de la fusion du projet avorté EADS-BAE, c'est bien que la chancelière allemande a pu plus de poids sans aucune action de EADS que le président français qui en détenait pourtant 15%. La Cour des comptes vient de montrer les carences et les failles de l'État actionnaire de défense. Le constat est accablant. N'en jetons plus. Au moment où la crise n'en finit pas, ces milliards d'euros de participation seraient plus utilement consacrés à l'emploi, aux technologies de pointe, à la compétitivité de notre industrie et aux exportations. Certes, les privatisations sont un fusil à un coup, mais ce coup de fusil nous donnera le temps de mettre nos finances en ordre et de prendre des mesures structurelles de réduction des déficits sans lesquelles tout effort serait vain et toute souveraineté illusoire. Pour toutes ces raisons, l'actuel livre blanc est trop vague et le format d'armée trop pauvre par rapport aux possibilités de la stratégie d'acquisition. L'essentiel sera donc dans la loi de programmation et dans chacune des lois de finances qui la mettront en œuvre. Pour faire court et sans attente, je voudrais, Monsieur le ministre de la Défense, vous livrer 5 préceptes sur lesquels nous aurons à cœur de veiller ici au Sénat et en particulier au sein du groupe UMP. Ces préceptes sont les suivants. La recherche, tu chériras. Cela se passe de commentaires tant tout le monde ici est convaincu de l'utilité de la R&D de défense. L'entraînement, tu maintiendras. La force d'une armée
réside en grande partie dans son entraînement. Là encore, nul besoin de disserter. Les pièces de rechange, tu commanderas. Par exemple, nous avons acquis 40 hélicoptères Tigre HAP, déjà livrés. Mais nous n'avions commandé que des pièces de rechange pour 20. Nous n'en avons que 20 opérationnels. Les autres servent de magasins de pièces de rechange. Vous n'êtes pour rien dans cette décision, mais il faut éviter qu'elle ne se répète, Monsieur le ministre, et nous attendons 40 Tigres HAD. Nous vous demandons, dans les négociations avec l'industriel, d'intégrer cette nécessité de fournir des pièces de rechange, même s'il faut, au final, réduire un peu la cible, mais accroître la disponibilité des matériels. Quatrième précepte, les grands programmes en coopération, tu maintiendras, ce qui est l'un des engagements du Code de conduite de l'Agence européenne de défense. Le premier A400M, dont l'absence nous a cruellement fait défaut au Mali, vole sous les couleurs tricolores, et les 3 premiers devront être livrés avant la fin de cette année. Sur la commande de 50 appareils, 35 devraient arriver dans les forces avant 2025. Si nous voulons vraiment faire des économies sur ce programme, alors fixons-nous comme objectif prioritaire de convaincre nos partenaires de mettre en commun les pièces de rechange et de faire du pooling and sharing dans le soutien. Cela est d'autant plus important qu'en matière aéronautique, pour 1 euro dépensé dans l'équipement, il faut dépenser 2 € dans le soutien. 5e précepte, les lacunes tu combleras ou du moins tu essaieras. Le transport stratégique et tactique, j'en ai parlé. Le ravitaillement en vol, vous le connaissez. Le renseignement avec les drones mâles, à cet égard, vous savez que je salue votre décision d'acheter des drones Reaper, mais vous devez préparer l'avenir. Il faut penser aux drones de 3e génération au niveau européen, de même que vous devez encourager l'étape suivante, celle de l'UCAV, le drone de combat à horizon 2030, dont un démonstrateur, je le rappelle, construit par un consortium amené par Dassault, a déjà volé. Je sais que sur ce point, nous sommes en harmonie, Monsieur le ministre. D'après votre aveu, vous n'avez fait que suivre les recommandations énoncées par notre Assemblée, ce qui m'amènerait presque à formuler un 6e précepte. Le Sénat, tu gagneras à écouter. Je conclus ici, vous l'avez compris, Monsieur le ministre, le groupe UMP du Sénat a la volonté de soutenir l'effort de défense de la France et nous sommes prêts, si vous l'acceptez, à nous investir sans réserve mais sans reniement à vos côtés pour que cette loi de programmation militaire, malgré ses limites budgétaires, soit la meilleure possible pour nos armées, notre recherche, nos industries. Nous le devons aux hommes et aux femmes qui défendent notre territoire, notre population et nos intérêts dans le monde, et dont l'engagement au service de notre pays n'a jamais failli. Si le gouvernement travaille dans ce sens, Monsieur le ministre, vous nous trouverez à vos côtés. Si vous deviez faire du budget de la défense une variable d'ajustement, nous serions vos plus farouches opposants. Je vous remercie. Merci. La parole à Monsieur Jacques Berthoud pour le groupe socialiste. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, tout est informatique, tout est numérique. L'informatisation de notre société est une réalité. En très peu de temps, en une vingtaine d'années, l'accroissement exponentiel des nouvelles technologies de l'information, des communications, ont complètement bouleversé nos relations humaines, économiques, industrielles. Ce monde numérique est en constante mutation et génère de nouveaux comportements. La convergence des moyens, des réseaux, permettent des connexions aux multiples ramifications. Mais aux avantages prouvés, les dangers sont bien réels. La généralisation croissante de ces technologies, indispensable à l'accroissement de nos sociétés, les rend d'autant plus vulnérables. Chaque jour, ce sont des millions d'attaques qui perturbent et polluent les systèmes informatiques les plus divers et pour des raisons très différentes. Recherche d'informations, espionnage, propagande et, plus préoccupant, la perturbation des systèmes informatiques ou l'interruption de leur fonctionnement.
Je citerai pour mémoire qu'ici même, le Sénat avait subi une attaque entre 6 heures du matin, le dimanche 25 décembre, et le lundi 26 décembre dans l'après-midi, par saturation de l'accès Internet. Si cela n'a pas eu de conséquences néfastes, il en serait tout autrement si des attaques ciblaient nos systèmes de défense et perturbaient l'efficacité opérationnelle des forces en opération. En attaquant les systèmes d'information et de communication, en modifiant tous les paramètres des systèmes d'armes et plateformes de combat, les conséquences seraient catastrophiques. Cette menace existe, elle était prise en considération dans le livre blanc de 2008, mais en très peu d'années, l'évolution des situations internationales, la complexité et les capacités des systèmes composant le cyberespace nous obligent à nous adapter à ces nouvelles exigences. Le livre blanc, celui que vous nous proposez, Monsieur le Ministre, prend bien en compte ces préoccupations. Il adapte et amplifie les préconisations du livre blanc de 2008. La constante évolution de notre dépendance à cet univers qui est celui du cyberespace met en péril, si nous ne prenons pas à sa juste dimension, ce véritable danger, notre souveraineté et toute notre économie, si nous subissions une attaque de grande envergure. Le Sénat a pris en compte ce danger puisqu'à l'initiative de M. Jean-Louis Carrère, président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées, 2 rapports ont été publiés sur ce sujet. Celui de M. Jean-Marie Bockel, la cyberdéfense, un enjeu mondial, une priorité nationale, et celui que je co-signais avec Jean-Marie Bockel, sécurité des réseaux de l'information dans l'Union et stratégie européenne de sécurité. Le colloque qui s'est tenu au Sénat le 16 mai sur le thème « Quelle perspective après le livre blanc ?» organisait des débats sur les grands enjeux auxquels nous devons faire face. L'état de la menace et la stratégie de réponse nationale, la coopération européenne et internationale et quelle politique industrielle pour la cyberdéfense et la cybersécurité. Si la diversité des thèmes a permis de bien mesurer l'ampleur des risques, les débats qui ont suivi ont mis en évidence toutes les actions pour lesquelles nous devrons nous engager. Vous le dites, Monsieur le Ministre, le cyberespace est désormais un champ de confrontation à part entière et nécessitera, vous le précisez, que nous nous donnions les moyens nécessaires à notre capacité de production, à ceux de notre souveraineté, au renforcement des moyens humains, au soutien des compétences scientifiques et technologiques, à l'autonomie de la production de nos dispositifs de sécurité, au développement de notre industrie nationale, à la définition d'un dispositif législatif définissant les standards de sécurité, tout en poursuivant nos relations avec nos partenaires privilégiés, que sont tout d'abord le Royaume-Uni et l'Allemagne. Mais déjà, et sans attendre, notre défense s'est adaptée aux enjeux qui sont de sa responsabilité en créant une chaîne de commandement interarmée et ministérielle placée sous l'autorité du chef d'état-major des armées et chargée d'organiser et de conduire l'ensemble de la défense des systèmes d'information. La formation du personnel, celle des spécialistes, d'ingénieurs formés à la cyberdéfense, complétera nos capacités de défense au même titre, comme le souhaite l'état-major des armées, en raison de l'interaction entre la cyberdéfense de l'armée et du civil, que soit mis en place un réseau de réservistes spécialisés dans ce domaine, et cela dans le cadre de la réserve citoyenne. J'ajouterai que le développement de la cyberdéfense est également une chance pour nos industries. Avoir la maîtrise de certaines technologies fondamentales dans des domaines variés comme la cryptologie et la production de certains équipements de sécurité ou de détection peut générer des milliers d'emplois et ainsi participer au redressement de notre appareil productif. Cette politique industrielle
volontariste et susceptible de concerner la France et plus globalement l'ensemble des États de l'Union européenne. Il s'agit parallèlement de développer l'activité du renseignement dans ce domaine et les capacités techniques correspondantes. Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, qui fait de la cyberdéfense l'une des clés de la défense du futur, nous prouve que nous avons parfaitement compris les évolutions liées à ce nouveau type d'attaque et c'est ce que je salue. Nos ambitions en la matière sont parfaitement résumées en page 94. Le développement de capacités de cyberdéfense militaire fera l'objet d'un effort marqué en relation étroite avec le domaine du renseignement. La France développera sa posture sur la base d'une organisation de cyberdéfense étroitement intégrée aux forces, disposant de capacités défensives et offensives pour préparer ou accompagner les opérations militaires. Je ne doute pas, Monsieur le Ministre, que nous puissions y parvenir, et c'est bien pour la raison pour laquelle, avec l'ensemble du groupe socialiste, j'approuve toutes les dispositions contenues dans le livre blanc que vous nous proposez. Merci. La parole à Madame Michèle de Messine pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, conformément à la Constitution, vous nous avez exposé les grandes lignes de notre stratégie de défense et de sécurité nationale qui fait l'objet du nouveau livre blanc remis au Président de la République. Celui-ci l'a approuvé le 29 février dernier. À l'occasion de la présentation que vous en faites devant nos deux assemblées parlementaires, les différentes forces politiques ont ainsi la possibilité d'exprimer publiquement leurs appréciations et leurs analyses sur ces questions essentielles pour l'avenir de notre pays. Nous nous félicitons de cette séance, car les possibilités de débattre publiquement de ces sujets sont rares. Ceci, j'aime à le rappeler, à cause d'institutions qui n'associent pas le Parlement à la définition de la politique de défense et de sécurité de la nation et qui donc limitent considérablement le contrôle parlementaire sur l'action gouvernementale dans ce domaine. Je déplore d'ailleurs que nous ayons eu vendredi dernier un nouvel exemple de cette pratique qui néglige en ce domaine le rôle de la représentation nationale, avec l'exposé fait sur ces questions par le Président de la République à l'Institut des hautes études de la défense nationale, devant un prestigieux auditoire, et cela avant même notre débat. J'apprécie donc d'autant plus que le chef de l'État se soit engagé à renforcer le droit de regard et d'information du Parlement concernant nos opérations extérieures, les exportations d'armement et le renseignement. Ceci étant dit, depuis le livre blanc publié en 2008, les évolutions géopolitiques du monde, la crise économique et financière et l'état de nos finances publiques rendaient absolument nécessaire une nouvelle réflexion sur notre politique de défense et de sécurité. Pour autant, cette réflexion est-elle réellement nouvelle ? Je ne le pense pas, car sur le fond, elle s'inscrit dans une continuité idéologique avec le pouvoir précédent, la crise budgétaire en plus. Auparavant, je voudrais néanmoins dire que l'un des mérites de ce document, outre la grande qualité de ses analyses, est d'avoir su, malgré tout, adapter avec habileté les ambitions de la France dans le monde à la réalité de nos moyens. Ceci sans baisser la garde sur notre sécurité, notamment en maintenant l'effort budgétaire à 31,4 milliards d'euros annuels pour rester, ça a été dit avant moi, une puissance crédible, ni transiger sur la défense et la promotion de nos principes et de nos valeurs. Ainsi, l'heure n'est plus, comme précédemment, à la modernisation tout azimut, vantée dans le livre blanc de 2008, mais non financée, ni à la polyvalence des équipements. Mais cela se fait au prix d'une nouvelle suppression de 24 000 postes, soit environ 10% de nos forces, et d'un étalement de crédits attribués à nos programmes d'armement, avec toutes
les inquiétudes que nous pouvons avoir sur les emplois. Tout ceci impliquant une révision drastique du contrat opérationnel fixé à nos armées, l'armée de terre en particulier. Certes, une certaine continuité est nécessaire dans ce domaine, et il est possible de partager, entre sensibilités politiques différentes, quelques principes fondamentaux sur la défense nationale. Mais je regrette qu'en fonction de ce que signifiait le résultat de l'élection présidentielle de 2012, vous nous fassiez, Monsieur le Ministre, une présentation de ce document qui ne nous donne pas une vision différente de l'état du monde et du rôle de notre pays. Alors qu'il aurait dû donner une nouvelle vision stratégique de la France dans le monde, à nouveau, la réflexion a été soumise à la contrainte budgétaire. Ainsi, après plus de 9 mois de laborieux travaux, aucune des grandes orientations stratégiques définies par le précédent chef de l'État et les forces politiques qui le soutenaient ne sont remises en cause. Je crains d'ailleurs que les arbitrages politiques sur ces questions aient tout simplement été rendus avant la publication du document. Le président de la commission du Livre blanc a d'ailleurs lui-même reconnu que sa version initiale avait été entièrement réécrite par le ministère de la Défense. Vous avez procédé, comme auparavant, en tentant de mettre en cohérence les missions et les moyens de nos forces, de définir un format d'armée et un contrat opérationnel en ayant toujours à l'esprit la contrainte budgétaire. Il était donc difficile, dans ces conditions, d'aboutir à un réel travail d'élaboration conceptuelle. Est-ce vraiment ainsi, dans la direction d'une réduction de certaines de nos capacités et de nos moyens, qu'il faut s'orienter pour nous adapter à la nouvelle situation géostratégique? À l'heure où tout le monde s'accorde à reconnaître que les menaces sont diffuses et multiformes, que la résolution des conflits conventionnels a changé de nature, est-il pertinent de continuer à prôner une nouvelle réduction des effectifs et du format de nos armées? Dans les conflits d'aujourd'hui et la gestion des crises, l'expérience le montre, les forces terrestres sont primordiales. Elles ont besoin de capacités de projection aérienne et navale efficaces. Or, alors que le retrait accéléré de l'Afghanistan et l'accent mis sur la recherche de la légitimité des Nations unies pouvaient laisser croire qu'une nouvelle doctrine, moins interventionniste et plus prudente, allait voir le jour en matière d'intervention extérieure, ce sujet n'est pas véritablement traité dans le Livre blanc. Mais en revanche, à doctrine constante, le contrat opérationnel de l'armée de terre, qui doit lui permettre d'envoyer des hommes et des équipements en urgence sur un ou plusieurs théâtres d'opérations extérieures pendant plusieurs mois, est quasiment divisé par 2, passant de 30 000 à 15 000 hommes. Nous nous apprêtons à prendre le chemin inverse, en réduisant leur format, en prévoyant de n'assurer que trop longtemps le renouvellement de matériel parfois à bout de souffle. Il y a là un paradoxe et un manque de cohérence. Certes, les moyens attribués au renseignement, les fonctions de connaissance et anticipation seront très fortement augmentées. Nous serons peut-être mieux renseignés, mais je maintiens que les mesures de réduction amoindriront nos capacités d'intervention et de gestion des crises. Je constate avec regret que décisions qui auraient pu légitimement modifier ou infléchir les grandes orientations stratégiques précédentes n'ont pas été prises. Et je me limiterai à 3 domaines qui auraient dû être marqués par un net changement d'orientation. Ainsi, je regrette qu'en fonction de l'analyse qui est faite des risques et des menaces auxquels le pays doit faire face et qui continuent à se diversifier, le concept de sécurité nationale ait été maintenu. J'entends bien que dans ce monde globalisé, la notion de défense, au sens militaire du terme, ne recouvre plus exclusivement la défense du territoire national et que la sécurité ne commence pas à nos frontières. Mais cela justifie-t-il que l'on étende à ce point le périmètre de la défense? Cet amalgame de 2 notions qui restent différentes, cette tendance au tout sécuritaire dans notre société, me semble dangereux, en particulier pour les libertés publiques et individuelles. Ce concept de sécurité globale risque, par exemple, d'opérer aussi un amalgame entre des menaces à la sécurité de l'État et d'éventuelles crises sociales. Nous l'avions déjà dit en 2008. Pour ce qui est des risques et des menaces, elles ne sont pas hiérarchisées de façon suffisamment précise, puisqu'on englobe tout à la fois
la prolifération nucléaire, les attentats terroristes, les attaques informatiques, les tensions nées de l'accès aux ressources ou bien encore les pandémies et autres catastrophes naturelles. Ainsi, parmi l'analyse des menaces, celle attribuée à la faiblesse des États, le constat est précis, mais les causes réelles sont mal identifiées, ce qui fait que les solutions essentiellement sécuritaires et militaires proposées pour répondre à ce type de menaces ne se donnent pas les moyens de s'attaquer aux raisons profondes des tensions et des crises. Traiter ces phénomènes sous un angle essentiellement sécuritaire, comme le fait le livre blanc, ne peut que contribuer à les exacerber. Sur ces questions de sécurité, les conséquences positives de notre intervention au Mali semblaient pourtant indiquer notre intention et notre volonté d'accorder désormais la priorité au développement économique sur nos interventions militaires. Mais j'estime que dans son discours tenu à Addis-Abeba à l'occasion des célébrations du cinquantenaire de l'Union africaine, le président de la République, sans doute encore sous le choc des récents attentats terroristes au Niger, n'a pas suffisamment affirmé cette orientation nouvelle. Concernant la dissuasion nucléaire, je regrette qu'il n'y ait pas eu non plus un renouvellement de la réflexion sur ce sujet. Là aussi, on assiste dans la continuité d'une doctrine qui fonctionne sur des dogmes qui paraissent intangibles. Vous avez manqué l'occasion d'un grand débat national sur cette question, dont il n'est pas du tout évident qu'elle fasse l'objet d'un consensus national aussi profond qu'auparavant. Plutôt que de vouloir conserver en l'état notre arsenal nucléaire, avec ses deux composantes, maritimes et aéroportées, il aurait fallu s'interroger sur sa pertinence pour lutter aujourd'hui contre des menaces qui ne proviennent plus principalement d'États en tant que tels sur nos intérêts vitaux. Cette notion d'intérêts vitaux de la nation mériterait également d'être précisée afin de vérifier qu'elle est vraiment partagée par tous. Par ailleurs, son coût financier est considérable. Il représente un quart du budget global de la défense si l'on englobe les équipements nécessaires à sa mise en œuvre. Et il est ainsi maintenu en réduisant les moyens de nos forces conventionnelles qui sont pourtant indispensables à la crédibilité des forces nucléaires. La modernisation et le développement de notre outil nucléaire sont en outre, quoi qu'on en dise, contraires au principe affirmé de stricte suffisance, nous l'avons déjà dit et nous le redisons aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous estimons que notre pays ne s'engage pas assez résolument dans la lutte contre la prolifération nucléaire et qu'il ne satisfait pas tous les engagements pris dans le cadre du traité de non-prolifération en matière de désarmement. On peut même penser que nous ne sommes plus dans le cadre de la stricte suffisance et qu'il contredit ces engagements en modernisant et développant nos armes nucléaires. Enfin, et dernier point, concernant nos alliances et l'OTAN, je déplore que le livre blanc, à la suite de notre retour dans le commandement militaire intégré, propose d'y rester pour consolider notre place au sein de l'organisation. Nous avions pourtant, ensemble à gauche d'ailleurs, critiqué cette décision de Nicolas Sarkozy au prétexte que, par alignement sur la politique étrangère des États-Unis, elle risquait de nous faire perdre de notre autonomie stratégique et d'entrer en contradiction avec la nécessité de construire une véritable Europe de la défense. Il semble que le rapport d'évaluation commandé à Hubert Védrine, qui concluait prudemment qu'il était urgent de ne rien changer, ait largement inspiré l'analyse de cette question. Pour notre part, nous continuons de penser que, malgré le recentrage stratégique des États-Unis sur l'Asie, l'organisation militaire de l'Alliance atlantique reste trop étroitement dépendante des intérêts américains. C'est aussi parce que plusieurs pays européens se reposent sur cette organisation pour leur sécurité et qu'ils se refusent à y consacrer un effort important que l'on comprend mieux toute leur réticence envers des initiatives en matière de programmes d'armement ou de partage et de mutualisation de leurs capacités militaires. Le livre blanc, malgré des intentions louables, semble trop facilement s'accommoder de cette situation. Il y a un renoncement implicite à l'ambition d'une Europe de la défense et l'acceptation d'une France qui serait une puissance moyenne, trop étroitement liée aux États-Unis. Notre pays doit jouer un rôle d'entraînement pour relancer la politique européenne de défense et de sécurité. Sinon, l'Europe continuera d'être intégrée à la partie de domino que jouent les États-Unis dans le monde. Nous souhaitons au contraire
que l'Union européenne, qui représente un quart des richesses de la planète et dont nous sommes l'un des éléments moteurs, mette tout son poids dans la résolution pacifique des conflits, dans le respect du droit international et des résolutions de l'ONU. Telles sont, Monsieur le Ministre, les principales appréciations sur les orientations de la politique de défense et de sécurité nationale dont le groupe communiste, citoyen et républicain souhaitait vous faire part. Merci de votre attention. Merci. La parole à Jean-Marie Bockel pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ne nous y trompons pas, les Français sont attachés à leurs armées et les questions de défense ne doivent pas être absentes du débat public. En tant que parlementaires, nous avons raison de contribuer à cette réflexion et ce débat est d'autant plus important que le livre blanc a suscité de très fortes inquiétudes, surtout avant sa parution, il faut bien le dire. En effet, alors que d'aucuns évoquaient lors de son élaboration la possibilité d'un scénario catastrophe, dit Z, conduisant à des coupes budgétaires drastiques, la plupart des groupes politiques du Sénat, à l'initiative d'ailleurs de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées et de son pugnace président Jean-Louis Carrère, s'est clairement exprimé en faveur du maintien d'un effort de défense d'au moins 1,5% de son PIB. À en juger par les propos du Président de la République sur notre politique de défense, il semble finalement que notre appel ne soit pas resté vain. Je dis bien il semble, car au-delà des annonces, il faudra désormais attendre la prochaine loi de programmation militaire 2014-2019 pour connaître avec plus de précision les arbitrages budgétaires. Le livre blanc n'est donc qu'une première étape et nous ne manquerons pas de suivre avec attention les futures dispositions de la loi de programmation pour nous assurer que la défense ne devienne pas une variable d'ajustement. 5 ans après la publication du livre blanc de 2008, l'objectif assigné par le Président de la République à la commission chargée de le préparer était de redéfinir la stratégie de la France en matière de défense et de sécurité nationale à la lumière des récentes évolutions du monde. Cet objectif a-t-il été atteint? La France est-elle en mesure d'assurer la cohérence générale de ses armées ainsi que son influence sur la scène internationale? Il est encore trop tôt pour répondre franchement à ces questions, mais quelques remarques s'imposent dès à présent. Le livre blanc confirme en premier lieu la persistance de menaces diverses, y compris nouvelles, auxquelles notre pays doit faire face, qu'il s'agisse de la prolifération des armes de destruction massive, du terrorisme ou des risques posés par les États faillis ou voyous. Nul doute que le monde d'aujourd'hui est aussi instable, incertain, imprévisible qu'il ne l'était hier, voire même plus. Si le risque d'un conflit militaire entre États n'a pas disparu, en témoigne l'augmentation partout dans le monde des budgets de défense. Nous devons constater le développement de nouvelles menaces multiformes, à l'image des cyberattaques, nous en reparlerons. Je ne souhaite pas m'étendre davantage sur l'analyse géopolitique faite par le livre blanc, qui se révèle d'ailleurs sur certains points plus descriptif que prospectif. Globalement, le panorama des menaces est partagé par l'ensemble des observateurs, mais qu'en est-il des mécanismes de réponse proposés par le livre blanc? Peuvent-ils permettre à la France de dépasser son horizon stratégique pour conserver sa place de puissance régionale à rayonnement mondial et d'assurer son rang dans les instances internationales de paix et de sécurité? Il y a, nous l'avons, beaucoup d'entre nous le constatent, il y a une attente de France un peu partout dans le monde et répondre à cette attente est pour nous non seulement un devoir, mais également un vecteur d'influence et donc de défense de nos intérêts légitimes. Le livre blanc évoque plus particulièrement 3 fonctions prioritaires qui doivent structurer l'action de nos forces armées. D'abord, la protection de nos compatriotes et de notre territoire. Les forces armées vont ainsi conforter leur rôle de sécurité intérieure et de sécurité civile en cas de crise majeure. Pourquoi d'ailleurs ne pas ouvrir une réflexion sur cette dimension en définissant peut-être une approche plus globale et intégrée de la sécurité intérieure, intégrant les armées mais pas seulement, et cela évidemment sans tabou. Deuxièmement, la dissuasion nucléaire est réaffirmée comme protection ultime de notre pays concernant des agressions qui toucheraient ses intérêts vitaux. Même si la France reste un État doté de l'arme nucléaire, elle entend maintenir son arsenal à un niveau de stricte suffisante. Cette sanctuarisation de notre force nucléaire assure en l'état la permanence de notre posture de dissuasion. Enfin, la France souhaite conserver toute sa capacité d'intervention, aussi bien pour protéger ses ressortissants à l'étranger que prendre part, et nous sommes dans l'actualité, à des opérations multilatérales dans le cadre de ses engagements internationaux. Cette capacité de projection
est un formidable outil au service de notre diplomatie, qui ne restera cependant pertinente que si elle est dotée de moyens adéquats et dimensionnés. Et à cet égard, l'impact de l'opération militaire française au Mali a été pour beaucoup, je crois, une prise de conscience. Cette intervention a démontré la nécessité pour notre pays de disposer d'une force de réaction rapide en cas de crise majeure. L'utilité des troupes prépositionnées, qui étaient remises en cause il y a peu pour des raisons budgétaires par les uns et les autres, a également été validée. Dans quelle mesure, en effet, la France aurait-elle pu répondre à la percée des forces djihadistes vers Bamako sans la présence de forces françaises au plus près de la ligne de front, dans un premier temps, forces spéciales du dispositif Sabre, et ensuite les forces prépositionnées classiques. En tout cas, merci, Monsieur le Ministre, de votre disponibilité permanente pour notre commission, de votre écoute et plus généralement pour votre engagement. L'opération Serval a par ailleurs conduit à un certain retour de l'Afrique en tant que région stratégique de première importance, tout du moins dans les mentalités après 10 années d'Afghanistan. Compte tenu des menaces qui persistent dans la zone sahélo-saharienne, la Corne de l'Afrique ou le golfe de Guinée, et qui affectent directement la sécurité européenne, notre sécurité, l'Afrique doit être considérée comme une zone d'intérêt prioritaire. Pas seulement d'ailleurs sur le plan sécuritaire. Ces questions de sécurité majeures en Afrique se posent à un moment où il y a un retour de l'Afrique plus généralement, notamment en matière d'économie, de croissance et de développement. En tout cas, s'agissant de l'enjeu africain, les bases françaises en Afrique restent des points d'appui essentiels qu'il conviendra de maintenir, voire de renforcer ou de faire évoluer, en tout cas d'adapter. En tout cas, la question est clairement posée. Dans chacun de ces domaines, protection, dissuasion, intervention, l'action de la France est indissociable d'une capacité de connaissance et d'anticipation consolidée. Les récentes opérations extérieures nous ont rappelé nos faiblesses en matière de renseignement, de développement d'une capacité d'appréciation autonome. C'est un élément d'indépendance et cela est indispensable au-delà de l'apport éventuel et utile de nos alliés, bien sûr. Si le livre blanc met l'accent sur cet aspect, je m'interroge, Monsieur le Ministre, sur la mise en œuvre concrète de cette orientation. À l'heure où le ministère de la Défense s'apprête à réduire ses effectifs, quels services bénéficieront réellement de ce renforcement ? Dans un monde si imprévisible, l'action de la France ne peut se concevoir indépendamment de celle de nos principaux partenaires, en particulier au sein de l'Alliance atlantique. Le retour de la France dans le commandement intégré n'est pas remis en cause, comme le confirme le livre blanc, c'est bien, mais il devrait s'accompagner d'un questionnement sur la place de la France au sein de l'OTAN. Notre pays semble réticent parfois à déployer une véritable stratégie au sein des structures où nous prenons place, à l'instar de nos alliés anglo-saxons. Il ne s'agit ici nullement de profiter de certains commandements, nous avons d'ailleurs des chefs de grande valeur, pour défendre une approche purement nationale, mais bien de faire valoir notre culture stratégique dans le respect de notre engagement collectif. Cette question pourrait être débattue d'ailleurs sans esprit polémique. L'Union européenne est un échelon bien sûr essentiel pour inscrire notre action et à l'heure où de plus en plus nous devrons compter sur nous-mêmes Européens pour notre sécurité et notre voisinage. Si une véritable stratégie européenne en matière de défense peine à trouver une traduction concrète dans les faits, les contraintes budgétaires devraient encourager les pays européens à développer leur coopération dans ce domaine. Il y a des domaines qui relèvent de la souveraineté nationale, il y a des domaines qui peuvent relever d'une souveraineté partagée. Des mécanismes existent pour les pays le souhaitant. Je pense à des coopérations renforcées prévues par le traité de Lisbonne et non utilisées. La France, qui a exprimé par la voix du président de la République la semaine dernière sa volonté de relancer l'Europe de la défense, et c'est bien, aurait-elle des propositions concrètes à formuler, notamment en vue du Conseil de décembre? Nous l'espérons, car le livre blanc reste flou en la matière. La rédaction d'un véritable livre blanc européen définissant les intérêts stratégiques de l'Union européenne aurait aujourd'hui tout son sens. Pour mettre en œuvre notre stratégie, le format des armées est une question centrale, beaucoup l'ont dit. Je ne vais pas rappeler les chiffres, mais de réduction, en plus des réductions déjà engagées ou en cours, mais les conséquences d'une réforme à caractère purement comptable, niant la cohérence de nos besoins, je ne dis pas que c'est le cas, mais si c'était le cas, ce serait dramatique. Ainsi pourriez-vous d'ores et déjà, Monsieur le Ministre, nous apporter des garanties quant à la préservation de nos forces opérationnelles, dont le nombre est déjà fortement limité pour remplir le spectre de ces missions. De quelle manière cette réduction sera-t-elle opérée, alors que vous êtes pourtant favorable à la civilianisation des missions de soutien? C'est bien ces postes-là qui sont dans le collimateur, qui peuvent être variables d'ajustement. Je saisis également cette occasion pour aborder
dire un mot sur la question de la réserve, qui me paraît trop identifiée comme un vivier de spécialistes, ce qui est bien dans le livre blanc, alors qu'elle est aussi, et elle devrait être de plus en plus, une composante majeure de notre outil de défense. C'est le cas déjà de beaucoup d'armées en Europe ou ailleurs. Dans un contexte budgétaire particulièrement rude, pourquoi ne pas recruter et former des réservistes opérationnels pour pallier la baisse des effectifs, sans oublier d'ailleurs le rôle de plus en plus utile, notamment en matière de cyber, de la défense citoyenne. Il est bon de rappeler que cette réserve participe grandement à la compréhension par la nation de ses forces armées, le lien armée-nation, comme l'a souligné le président à l'IHEDN, et fait écho au concept de sécurité globale et de résilience au cœur même du livre blanc. Concernant les aspects capacitaires, que beaucoup de collègues ont déjà évoqué, le livre blanc maintient les grands programmes d'équipement des forces armées, même s'il acte une réduction des quantités à commander. Mes chers collègues, n'oublions pas que l'industrie de défense, tous, y compris le Premier ministre, l'ont souligné tout à l'heure, est garante de notre indépendance stratégique. Elle est également porteuse d'emplois et contribue au dynamisme de notre économie et au rétablissement de notre balance extérieure via les exportations. C'est en somme un pilier essentiel de notre politique de défense, condition sine qua non de notre autonomie stratégique. Si l'éventualité d'une commande publique amoindrie ne peut être écartée compte tenu des efforts budgétaires nécessaires, des pistes de réflexion sont toutefois envisageables, notamment là aussi à l'échelle européenne. Le renforcement de la base technologique et industrielle de l'Europe dans ce domaine devrait être une priorité, de par sa dimension stratégique, mais également ses potentialités économiques. Ainsi, alors que la France s'apprête à acquérir une capacité de drone sur étagère, et je comprends qu'on ne puisse faire autrement, cela s'explique tout de même par un manque cruel de moyens de reconnaissance et de surveillance. Mais quid des projets européens en la matière, pour ne prendre que cet exemple? Pour terminer, je voudrais également saluer, après mon collègue Jacques Berthoud, avec lequel effectivement nous travaillons en ce moment sur la dimension européenne d'une politique de cybersécurité, y compris dans ses composantes industrielles, de potentialité industrielle. Je voudrais donc saluer les dispositions du livre blanc en matière de cyberdéfense. Et là, je voudrais vraiment me réjouir de voir qu'un certain nombre de mesures avancées répondent directement aux préconisations que, dans le cadre de notre commission des affaires étrangères et de la défense, nous avons effectivement proposé de manière extrêmement claire et d'ailleurs de manière unanime. Le livre blanc consacre le renforcement des moyens humains dédiés à la cyberdéfense, en particulier au sein de l'appareil d'État, des armées, afin d'atteindre un niveau comparable à nos partenaires britanniques et allemands. Et dans ce domaine-là, croyez-le bien, ce qu'on fait, on le fait très bien. On n'a pas à rougir, on n'a pas à avoir de complexe, mais nous devons poursuivre l'effort et le livre blanc le dit. L'accent est également mis sur la dimension industrielle ainsi que sur la capacité de résilience des opérateurs d'importance vitale. Si le livre blanc constitue une étape importante vers une meilleure prise en compte des enjeux liés à la sécurité et à la protection des systèmes d'information, et là aussi le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, il est désormais urgent d'agir sur la mise en œuvre de ces dispositifs, notamment au travers d'un certain nombre, à côté des moyens financiers et humains, d'un certain nombre d'évolutions législatives et réglementaires qu'on a eu l'occasion déjà de développer dans nos travaux. Des efforts ont été entrepris depuis 2008, depuis le précédent livre blanc. Nous sommes aujourd'hui, je le dis souvent, au milieu du gué et nous devons donc continuer à rattraper notre retard progressivement. Le livre blanc indique le chemin. Nous allons donc, je l'espère, le suivre jusqu'au bout. Avec ce livre blanc, la France est-elle en mesure de faire face à son environnement stratégique et à tenir son rang sur la scène internationale? Certes, la publication du livre blanc a permis de réaffirmer notre stratégie en matière de défense et de sécurité, autour des grandes priorités que je rappelais tout à l'heure. Cette stratégie est plutôt conforme aux ambitions de notre pays, même si elle semble parfois manquer d'une vision à long terme. Mais plus généralement, quelle est la principale rupture de ce livre blanc? Elle est selon moi d'ordre économique et financier, aussi bien d'ailleurs que géopolitique. La France est devant des choix budgétaires difficiles et les armées ne pourront s'y soustraire, nous le savons. Nous ne devons néanmoins pas sacrifier aux seules économies de court terme notre savoir-faire en matière de défense, surtout que toute capacité perdue aujourd'hui le serait définitivement. Le risque est ainsi de ne plus avoir les moyens de nos ambitions. Et c'est donc bien la future loi de programmation militaire que nous attendons, car c'est elle qui traduira en termes de budget, vous le savez, les arbitrages en matière d'effectifs et de matériel. En définitive, nous ne pourrons jusque-là juger de l'impact réel du livre blanc sur les armées françaises
tout en gardant à l'esprit que ce cadre budgétaire doit servir la stratégie et non l'inverse. Vous pouvez être assuré, Monsieur le Ministre, que le groupe UDI-UC sera un partenaire vigilant, constructif mais vigilant, lors de l'examen de cette loi de programmation militaire. Un des enjeux majeurs de celle-ci sera de tenir compte de notre réalité aussi bien stratégique que budgétaire. Même si la défense entend participer à l'effort de redressement budgétaire, comme elle l'a toujours fait, cette contribution ne doit pas être ni plus ni moins importante que celle des autres ministères. Il en va de la pérennité de notre outil de défense, de la poursuite de nos ambitions sur la scène internationale et, in fine, de l'indépendance stratégique de notre pays. Merci. La parole est à présent à Jean-Michel Baillet pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, l'élaboration d'un livre blanc de la défense et de la sécurité nationale est toujours par nature un exercice complexe. Il s'agit en effet de concilier prospective à long terme et monde en perpétuel bouleversement, impératifs militaires et contraintes budgétaires. À ce jour, nos forces sont engagées au Mali, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Liban, dans l'océan Indien contre les actes de piraterie ou encore en Afghanistan. Et je souhaite rendre ici hommage à leur efficacité, à leur dévouement et à leur action. C'est également à des militaires qu'il revient d'assurer la protection de notre territoire dans le cadre du plan Vigipirate et la violente agression dont a été victime un soldat lors d'une patrouille il y a quelques jours, fin de semaine dernière, est venu nous le rappeler. Je souhaite d'ailleurs, à mon nom, mais je l'imagine, au nom de l'ensemble de notre Assemblée, exprimer aux premières classes Cédric Cordier toute notre solidarité et nos vœux de prompt rétablissement. Mes chers collègues, la rédaction d'un livre blanc, à peine 5 années après le précédent, se justifie également au regard des perspectives en termes de finances publiques et de redressement des comptes de l'État. Dès 2012, dans son bilan à mi-parcours de la dernière loi de programmation, la Cour des comptes soulignait que la programmation budgétaire pour les années 2009-2014 avait péché par excès d'optimisme, certaines hypothèses n'ayant pas fait l'œuvre, disait la Cour des comptes, est la preuve d'un réalisme suffisant, et donc cette dernière recommandait la mise à jour du livre blanc. Il importe donc que la future loi de programmation ne cède pas, elle, à son tour, à la tentation de l'incantatoire, et je formule le vœu, Monsieur le ministre de la Défense, que le Sénat soit pleinement associé à la rédaction de la future loi de programmation militaire qui sera débattue à l'automne. Cela concrétisera d'ailleurs la volonté exprimée par le Président de la République de renforcer les prérogatives du Parlement, car les sénateurs ont encore en mémoire la façon dont s'étaient déroulés les débats en 2009. Cette manière n'avait pas recueilli leur assentiment. Ce 4e livre blanc trace donc les grandes orientations de notre politique de défense et de sécurité. Le Premier ministre nous les a exposées tout à l'heure. Une question subsiste cependant. Le scénario retenu pourra-t-il permettre à la France de conserver son rang? Si le Président de la République a annoncé que tous les programmes militaires seraient maintenus, il semble néanmoins difficile, au vu des contraintes budgétaires, de ne pas en étaler certaines dans le temps. Et sachant qu'il importe aussi de soutenir nos industries de pointe, quels choix stratégiques seront faits, Monsieur le Ministre? Par ailleurs, vous le savez, l'annonce de la suppression de 24 000 emplois supplémentaires suscite des inquiétudes quant à notre capacité de projection des troupes, mais aussi quant à l'évolution de la présence militaire sur notre territoire. S'il est bien sûr encore trop tôt pour établir la carte militaire à l'horizon 2020, pouvez-vous, Monsieur le ministre de la Défense, nous indiquer la méthodologie qui sera choisie
pour mener à bien ce redéploiement. Mes chers collègues, parmi les autres grands thèmes abordés dans le livre blanc, j'en relèverai deux. D'une part, l'accent mis sur le renseignement, dont nous savons l'importance, notamment dans les conflits asymétriques et des risques terroristes. D'autre part, la sanctuarisation des composantes aéroportées et océaniques de la dissuasion nucléaire qui pose la question de leur poids dans le budget de la défense. Mes chers collègues, l'objectif de concilier autonomie stratégique et mutualisation s'incarne presque naturellement dans la volonté affirmée dans le livre blanc et répétée par le chef de l'État de construire une véritable Europe de la défense. Le traité de Lisbonne a renforcé l'intégration européenne de la politique de sécurité et de défense commune. Cependant, 4 ans après la signature de ce traité, ces avancées tardent, hélas, à se concrétiser. La Commission des affaires étrangères du Sénat a donc mis en place un groupe de travail sur cette thématique. Et pour sa part, le rapport de notre collègue de l'Assemblée nationale, Marie Recalde, sur la proposition de résolution européenne sur la relance de l'Europe de la défense relève à la fois une multiplicité d'organismes compétents qui nuit à leur efficacité et un regrettable manque d'ambition politique. L'engagement de nos forces armées au Mali, aux côtés des contingents africains, s'il fut, Monsieur le ministre, une réussite militaire indéniable, et nous nous en réjouissons, a jeté une lumière cruelle sur ces deux aspects. À ce titre, il est bon de souligner le retour dans le commandement intégré de l'OTAN n'a pas permis cette relance. D'ailleurs, ce rapport voit dans la baisse des capacités de défense des États membres du fait de leurs contraintes budgétaires un risque sérieux, mais aussi une occasion à saisir pour construire l'Europe de la défense par la mutualisation des efforts au niveau européen. Comment, Monsieur le ministre, envisagez-vous de relancer cette coopération, car dans un contexte où notre allié historique, les États-Unis, opèrent un repositionnement stratégique et prend ses distances avec les théâtres d'opération en Méditerranée et en Afrique pour privilégier un axe Asie-Pacifique, il importe, il est temps que l'Europe devienne une véritable puissance militaire et de défense. Et l'épisode de l'achat de drones américains par la France, qui est nécessaire, que nous soutenons, pose en fait la question de la coopération entre industries européennes, alors qu'il faut admettre que nous avons raté la révolution de ces appareils sans pilote. L'achat de drones américains, tel que décidé par le gouvernement, constitue donc aujourd'hui la meilleure option, j'ai envie de dire la seule, en attendant quand même de rattraper notre retard technologique. Alors, mes chers collègues, dans cette optique, le Conseil européen de décembre apparaît comme un sommet crucial. La France et l'Europe sont à la croisée des chemins. Il sera important de prendre les bonnes décisions. Ne ratons pas ce rendez-vous. Merci. La parole à Madame Leïla Hachi pour le groupe écologiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Tout d'abord, au nom d'Europe Écologie Les Verts, je voudrais rendre un hommage aux militaires blessés, Cédric Cordier, et à l'ensemble de nos militaires qui se trouvent actuellement au Mali, notamment. Mes chers collègues, en 2008, les écologistes ont été autorisés à contribuer au débat du livre blanc de la défense. En 2012, nous avons été vertement ignorés malgré notre insistance. Nous regrettons que son élaboration n'ait pas été l'occasion de l'expression de l'ensemble des composantes de l'arc républicain. Il eût été plus légitime. Cependant, si le livre blanc a comme qualité première d'être un état des lieux du pouvoir-faire en matière de défense dans les 10 années qui viennent, avec les moyens dont on dispose et ce qu'on sait de la situation du monde, il n'en tire pas les conditions adéquates. Sa lecture nous laisse une impression d'incertain et d'inachevé. Le modèle budgétaire devrait intégrer 4,5 milliards de recettes exceptionnelles. Pour rappel, entre 2009 et 2011, sur les 3,5 milliards de recettes attendues exceptionnelles, seuls 980 millions ont été obtenus. La contrainte budgétaire, sous le prisme du lobby militaro-industriel, a surdéterminé la réflexion stratégique. Et enfin, le dogme du nucléaire a été soustrait de la réflexion.
l'outil de défense, ainsi, figé dans une posture défensive d'ultime recours, circonscrit à l'intégrité territoriale, conduit au format redouté par le général Desportes, la bombe et les gendarmes, et appauvrit les forces conventionnelles. En ce sens, le groupe écologiste du Sénat et moi-même sommes au regret de constater l'absence des grandes orientations de notre outil de défense, bref, l'absence d'une stratégie claire. L'état des rapports des forces n'est pas abordé lucidement. Il n'y a plus d'ennemis désignés. Notre défense n'est plus l'obsédante question de la sauvegarde de l'intégrité de notre territoire, de notre indépendance politique, de notre existence. C'est sur un continent pacifié, sur une planète dominée par la puissance militaire des pays occidentaux que doit être posée la question du rôle de notre armée professionnelle. L'accroissement des dépenses d'armement, notamment des pays émergents, ne doit pas faire illusion. Cette augmentation doit être mise en relation avec l'accroissement des produits intérieurs bruts de ces pays émergents. Les forces de défense de ces pays suivent la courbe de leur montée en puissance vers l'accession d'un statut international en adéquation avec leur démographie et leur économie. Les données du CIPRI, institut de référence, démontrent qu'en termes de pourcentage du PIB, les dépenses d'armement demeurent stables. Identiquement, une référence au rapport Europol 2012 quant aux chiffres du terrorisme permet un redimensionnement de ce danger. Les chiffres d'Europol reportent 125 actes terroristes en France, dont 121 sont le fait d'indépendantistes. Cette donnée ne relativise pas l'atrocité de ces actes, mais il permet de donner une consistance à une menace trop souvent fantasmée, exagérée et instrumentalisée. J'en veux pour preuve les 11 450 victimes du terrorisme recensées en 2012 dans le monde, chiffre bien inférieur aux 30 000 morts par arme à feu aux États-Unis. Après avoir fait la guerre contre un concept, contre d'autres comme contre des moulins, cessons de faire rechercher un ennemi pour définir notre politique de défense, dont la plus dramatique illustration fut la politique outrancière et caricaturale sous l'administration de George Bush et dont on sait qu'une grande partie était dédiée à des fins commerciales. Sur la stratégie antiterroriste, le président Obama, dans son discours du 23 mai 2013, développe une juste analyse en considérant, je cite, « Cette guerre, comme toutes les guerres, doit prendre fin. C'est ce que l'histoire nous conseille. C'est ce que notre démocratie exige. Nous ne pouvons pas avoir recours à la force partout où s'enracine une idéologie radicale. Et, en l'absence d'une stratégie qui réduirait l'extrémisme à la source, une guerre perpétuelle, via des drones, des commandos ou des déploiements militaires, serait perdue d'avance. » Fin de citation. Alors, mes chers collègues, pour être combattue efficacement, la prolifération nucléaire et le terrorisme doivent être analysés sans postulat idéologique, loin d'une diabolisation stérile. Pierre Conessa, expert reconnu, nous rappelle que, contre la suprématie absolue des Occidentaux, les stratégies des contestataires de l'ordre international ne peuvent être que le terrorisme et la prolifération nucléaire, moins onéreux et plus aisés que la recherche d'un inaccessible équilibre conventionnel. La poursuite de nos engagements vis-à-vis du renforcement de la légalité internationale, de la responsabilisation des acteurs privés, comme les sociétés extractives de minerais ou d'énergie fossile, et de l'encadrement du commerce des armes, doivent participer en premier chef à la stabilisation des relations internationales. Cette stabilisation doit intégrer l'impératif de la prévention des conflits au moment même où, à la demande exponentielle des matières premières, conjuguée aux crises énergétiques et environnementales, au changement climatique, accroissent les tensions. Le stress environnemental constitue l'un des tout premiers facteurs de tension et de faillite des États. Le rapport prospectif de l'Union européenne, Global Trends de 2030, annonce une ère de la pénurie, où, je cite encore, « La concurrence pour les ressources hydriques et énergétiques ainsi que les crimes humanitaires porteuses de déplacement de personnes et d'effondrement étatique potentiel devrait constituer l'un des plus importants facteurs d'affrontement d'ici 2030. D'ailleurs, le président Obama a lui-même érigé le changement climatique en priorité pour la sécurité nationale. C'était en 2008. Quand la France en fera-t-elle de même? Moins saisissable et plus complexe, certes, à combattre qu'un prétendu État voyou, la donne environnementale et énergétique est aussi plus réelle et plus menaçante. Un stress nourricier, hydrique, climatique ne se dissuade pas, mes chers collègues. Un stress nourricier, hydrique, climatique s'inscrit dans la prévention que nous peinons à théoriser. Un stress nourricier, hydrique et climatique
prend tout son sens dans la mise en œuvre de la stratégie de la protection que nous prétendons porter. Une course aux matières premières ne s'arbitrera pas plus à la canonnière qu'avec des appels à la vertu. Et quid des 250 millions de réfugiés climatiques que prévoit l'ONU en 2050 ? Mes chers collègues, les conflits du XXIe siècle ne sont plus les conflits du siècle précédent. L'opération Serval est pourtant une leçon magistrale du prix humain et financier de la restauration de l'autorité d'un État corrompu, érodé par son incapacité à gérer les aléas climatiques. Les conditions de la paix résident dans le désamorçage précoce des crises environnementales et énergétiques qui se profilent. La prévention des conflits doit être une priorité. Un secrétariat d'État dédié permettrait de structurer et de coordonner l'action de l'État en ce sens. Les capacités des armées doivent être repensées en conséquence. Les anglo-saxons l'ont déjà conceptualisé. À nous de développer notre doctrine écosystémique, notre Green Defense. La transition environnementale des armées est née logiquement de l'appréciation géopolitique de nos dépendances en matières premières et de notre volonté d'enrayer un monde de compétition belligène. Au-delà du constat des enjeux et des risques, c'est la question de nos moyens pour y répondre qui est éludée par le livre blanc. Nous devons dresser un bilan de nos possibilités. La France n'a plus les moyens de la grandiloquence. Les DOMCOM ne donnent pas la capacité à la France de peser dans l'océan Pacifique ou Indien. Pourtant, la France, non seulement est la seconde puissance maritime avec 11 200 000 km² d'eau territoriale, mais elle est aussi la première puissance maritime mondiale par sa biodiversité, dont je vous rappelle qu'il est le 3e au monde en termes de volume après le trafic d'armes et de drogue. La doctrine de la défense tout azimut tient plus du discours que de la réalité. Notre défense ne peut se concevoir en dehors de nos schémas d'alliance. La géographie ne multiplie pas les capacités, mais les coûts et les contraintes. La géographie française dicte les prémices de notre politique de défense, une politique d'alliance et de promotion de la sécurité collective onusienne. L'intervention au Mali n'aurait pas été possible sans l'appui logistique et les moyens d'observation anglo-américains. Les Américains, en évoquant la facturation possible de ce soutien, nous ont délivré un message clair. Ils ne souhaitent plus être les supplétifs de nos ambitions qui pourraient le leur reprocher. Nous devons fixer notre cadre d'action géographique et développer résolument l'échelon européen. Les axes prioritaires définis par le livre blanc rejoignent la géographie de l'influence française. C'est une avancée notable vis-à-vis du précédent livre blanc. Cependant, malgré l'annonce d'une relance de l'Europe de la défense et d'un livre blanc européen, force est de constater que cette Europe de la défense se surajoutera à une dissuasion nationale. L'Europe de la défense ne doit pas être pensée comme une défense d'appoint. L'Europe doit construire une identité de sécurité et de défense de premier plan. À l'alternative entre politique des moyens ou politique d'ambition, le choix des écologistes est celui d'une politique du réel et du pragmatisme face à l'origine environnementale et énergétique des conflits à venir. Nous quittons l'hémicycle du Sénat, mais nous reviendrons dans notre édition de 19h plus largement sur cette question du livre blanc de la défense. Mais tout de suite, c'est l'émission politique de la rédaction de Public Sénat, Preuve par 3, qui reçoit ce soir Jean-Vincent Placé. C'est le président du groupe écologiste du Sénat. Bonne soirée à tous.